Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au sujet de Confucius. L'objectif de cette vidéo est de donner quelques éléments biographiques sur Confucius et d'introduire au contexte historique des entretiens. Alors quand on parle de Confucius en Europe, une première question c'est Confucius était-il un philosophe? Mais en réalité, derrière cette question, il y en a une autre. C'est Confucius était-il le fondateur du confucianisme? Alors ici, il y a une chose que l'on ne peut pas éviter, c'est que comme Européens, notre perception de Confucius a été très modelée historiquement. En effet, la première fois où il était question de Confucius en Europe, c'est au travers des Jésuites qui publièrent plusieurs ouvrages, mais les deux plus importants sont le Confucius Sinarum Philosophus, publié à Paris en 1687, et le Philosophia Sinica en 1711 à Prague. Dans ces deux ouvrages, les jésuites présentent Confucius comme le philosophe de la Chine, et c'est ainsi que l'on parle de confucianisme en Europe. Alors ces deux ouvrages, ainsi que les lettres édifiantes, seront lus par plusieurs intellectuels européens, et progressivement, une image du confucianisme va se créer en Europe. Alors ici, il faut bien faire la différence entre le travail de traduction des classiques confucéens fait par les jésuites et leurs publications, et puis ce qui a pu se faire ensuite en Europe d'élaboration d'une image du confucianisme. Dans leur traduction des classiques confucéens, les jésuites font des choix de traduction qui invitent à identifier Confucius comme un philosophe. Par exemple, dans les entretiens de Confucius, un des concepts importants, c'est l'idée de junzi, donc du gentleman ou d'un homme de bien, et qui est parfois traduit comme le philosophe. Une autre dimension, c'est que les entretiens sont souvent présentés sous la forme de dialogues. Et donc on peut faire des comparaisons avec des dialogues socratiques. Enfin, une autre dimension qui est très présente dans les entretiens, c'est la dimension d'apprendre ou de l'étude. Et ici, dans leur traduction, les jésuites ont à plusieurs reprises fait le choix de traduire l'étude par philosophie. Donc on le voit, en Chine, les questions de Confucius et du rapport avec le confucianisme ne se posent pas tellement comme ça, mais pour nous, Européens, nous avons été en contact avec Confucius au travers d'un travail de traduction, et dans ce travail de traduction, des glissements ou des interprétations ont eu lieu. Alors, une autre manière de dire ces choses-là, c'est quand on considère le confucianisme en Chine, eh bien, il y a plusieurs manières d'en parler. Une première manière est de parler du confucianisme comme des ressources symboliques liées à une identité politico-culturelle, donc le Zhujiang. Donc c'est la Chine comme pays confucéen, comme on pourrait parler de la culture européenne construite à partir de la philosophie grecque et de la Bible. Une deuxième dimension, c'est le confucianisme comme religion, le Zhujiang. Alors ça, en fait, c'est quelque chose qui est présent assez tôt dans la tradition confucéenne, pas tellement d'avoir un culte pour Confucius, mais plutôt de dire que l'étude confucéenne ouvre à une dimension spirituelle. Pas forcément à une transcendance, mais en tout cas à une dimension spirituelle. Et en tout cas, au XIXe siècle, plusieurs intellectuels confucéens ont voulu établir le confucianisme comme religion d'État. Alors, une troisième dimension, c'est le confucianisme comme philosophie, alors comme étude, le Zhu-Shui. Et en fait, quand on compare ces trois dimensions avec d'autres traditions, avec la Bible ou avec la philosophie grecque, on peut établir un certain nombre de parallèles. Donc la question derrière, c'est comment est-ce qu'on se rapporte à un classique. Et ici, il peut y avoir un rapport à un classique comme à une ressource culturelle, un classique qui fait partie d'une culture. Il peut y avoir un rapport au classique d'une manière existentielle, donc je lis ce texte pour trouver des ressources pour comprendre ma propre vie à un niveau individuel. Et puis, il y a un rapport académique qui est je prends ce texte comme un texte et je l'analyse comme tel. Donc ces trois niveaux, d'un classique comme une ressource culturelle, existentielle ou académique, sont un peu ce qui est en jeu dans le fait de considérer le confucianisme comme une identité politico-culturelle, comme une religion ou comme une philosophie.
Et on peut faire un parallèle avec la Bible. Je peux lire la Bible comme une ressource culturelle, un élément qui donne sa culture ou qui a donné sa culture par le passé au monde européen, comme un élément existentiel. Je peux lire la Bible et essayer d'y trouver des réponses à mes questions en lisant la Bible, ou bien avoir un rapport académique qui est je prends la Bible comme un texte et je l'analyse comme tel, indépendamment de mes propres choix personnels. Alors, une autre dimension, hein, pour parler du confucianisme comme philosophie, c'est de regarder le mouvement qui a eu lieu dans la philosophie occidentale. Et dans la philosophie occidentale, hein, comme chacun sait, on est passé d'une compréhension de la sagesse, du savoir, d'une certaine compréhension de la sagesse et du savoir, avec Héraclite, avec Parménide, et puis les sophistes, qui prétendaient avoir une sagesse à enseigner, à introduire dans l'esprit de leurs étudiants, à un positionnement de philosophie, donc de recherche de la sagesse. Et avec Platon et Socrate, la sophia est quelque chose qui nous met en mouvement, mais personne, d'une certaine manière, il n'y a pas de professeur de vertu ou de sagesse, mais il y a des gens qui recherchent. Alors, cette tension vers un idéal de sagesse, qu'est la philosophie, peut se retrouver d'une certaine manière en Chine. Avec Confucius et les gens qui lui succéderont, on a un tournant d'une certaine manière de comprendre l'éducation centrée autour des 6 arts, hein, qui sont 6 compétences que les nobles, que les jeunes hommes nobles étaient supposés acquérir, à aussi classique qui sont 6 ouvrages qui ouvrent à un autre type d'éducation et donc de sagesse. Et le passage d'une éducation centrée sur l'acquisition de compétences pour une caste noble à une éducation beaucoup plus centrée sur la construction du caractère, la dimension morale, et beaucoup plus démocratique. Ces deux mouvements sont en réalité, peuvent être mis en parallèle en Chine et en Grèce. Alors, concernant Confucius, on raconte habituellement qu'il est né dans l'état de Lu, hein, qui est un état du nord de la Chine, dans une période extrêmement troublée, la période des printemps et automnes, une période de guerre et de chaos. Alors en chinois, hein, Libeng, le roi, ça veut dire que les systèmes de cérémonies d'allégeance qui permettaient de réguler les rapports entre suzerains et vassaux sont complètement détruits. Et il y a en Chine une concurrence entre plusieurs États pour l'hégémonie. Donc les différents vassaux des Zhou ne reconnaissent plus les rituels habituels qui permettaient de faire allégeance à l'empereur Zhou, au suzerain, mais sont en lutte les uns pour les autres pour unifier la Chine ou pour prendre le pouvoir sur toute la Chine. Alors Confucius lui-même hein, vient d'une caste noble et a été éduqué suivant les 6 arts, donc le sens de l'étiquette, la musique, le tir à l'arc, la conduite de char, la calligraphie et les mathématiques. Mais il va opérer un tournant. Cependant, dans les analectes, on peut trouver des traces de ces 6 arts qui sont utilisés comme métaphores à plusieurs reprises. Donc par exemple, ici, là, dans Analecte, dans les entretiens 3.7, Confucius souligne que quand les hommes de bien, quand les nobles font une compétition de tir à l'arc, le but n'est pas tellement de gagner la compétition, mais plutôt de respecter le rituel. Donc il y a une dimension, le rite, ce qui se passe au plan social au travers du rituel de la compétition est plus important que la question de savoir qui est le vainqueur, qui est le vaincu. D'une certaine manière, on peut trouver ça dans certains sports, hein, comme le judo, où on se salue au début et à la fin. Alors, un autre passage avec l'utilisation du tir à l'arc, c'est ici en Analecte 3.16, où Confucius explique que dans le tir à l'arc, le but n'est pas de montrer sa force, mais plutôt d'atteindre le centre de la cible
Alors ici, c'est plutôt une métaphore pour parler de la vertu, de la voie des anciens, hein, du Tao, comme ce qui est recherché. Euh, alors là encore, c'est pour dire, eh bien finalement, on peut venir d'une caste noble, mais cela n'empêche pas de rechercher le centre et de se mettre en route. Alors un autre passage, hein, des Analectes où le tir à l'arc apparaît, c'est ici donc quelqu'un du bourg de Taiyang se moque de Confucius, souligne que Confucius est quelqu'un qui est bossuet, hein, qui a étudié beaucoup de choses, mais il est toujours en train de circuler d'un état à l'autre pour promouvoir ses idées. Mais il n'a pas de poste fixe comme ministre ou comme administrateur. Alors ici, Confucius répond en disant quel art est-ce que je vais exercer? La conduite de char, autrement dit, est-ce que je m'en vais? Ou le tir à l'arc, est-ce que je réponds par l'agressivité? Évidemment, c'est une image pour dire que Confucius ici réagit de manière bienveillante. Il s'en va. Un autre niveau, hein, où on peut voir Confucius exprimer sa connaissance des 6 arts, c'est avec le sens de l'étiquette, les rituels. Donc, dans le livre 10 des Entretiens, on a toute une série de phrases qui décrivent Confucius. On décrit souvent ce chapitre comme la biographie de Confucius. En réalité, il s'agit certainement de l'application d'un certain nombre de standards venus des classiques des Zhou à Confucius lui-même. Alors la première phrase du chapitre, donc on parle de comment Confucius se comportait dans son village et au temple des ancêtres, où on souligne son attitude respectueuse. Et cela se reproduit au palais du prince. Alors ici, ce qui est important, c'est de voir que le sens des rituels, c'est la capacité à savoir se comporter comme on l'attend en public, que ce soit dans son village, dans le temple des ancêtres, ou que ce soit à la cour avec des inférieurs et des supérieurs. D'une certaine manière, dans la mentalité des Analectes, euh, le, le, l'homme de bien, qui veut s'agir comme tel, va céder des rituels pour soutenir sa pratique de la bienveillance envers ses inférieurs, mais ses supérieurs. Et évidemment, Confucius apparaît comme un exemple de cela, ou en tout cas nous est présenté comme tel dans les entretiens. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus et je vous souhaite une bonne journée.